Ok, je vais démarrer ce tuto sur les 5 distributions pour débutants, enfin qui me semblent être les 5 distributions au top pour débutants de celles que j'ai essayées. Vous voyez ici, j'ai installé sur une machine virtuelle plusieurs distributions: Elementary OS, Antergos, Apricity, Gecko, Mageia, Manjaro, Mint, Linux Mint, NixOS, PC, BSD. Bon, je la compte pas dans les distributions Linux, c'est une distribution BSD. Et je la déconseille aussi aux débutants. Solus OS, et j'ai des Windows aussi, je fais des tests sur des Windows et je fais des comparatifs. Donc en ce qui concerne les distributions Linux, j'ai démarré les 5 distributions que je considère être pour débutants, que je conseille, qui font partie du top 5. Là il y a une distribution aussi pour débutants qui s'appelle Antergos, que j'ai pas mis dans le top 5, j'ai hésité parce que c'est une très bonne distribution aussi pour débutants. Je ne l'ai pas mise tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de problèmes d'installation avec les releases. J'estime que les releases qu'ils mettent à jour, ils ne les vérifient pas assez. Donc ça, pour les débutants, ça ne passe pas, quoi. Si un débutant doit passer 3 plombes à installer une distribution et que ça ne fonctionne pas de suite, il va baisser les bras, il va dire Linux, ça va pas, ça fonctionne pas, ou c'est pas pour débutants, etc. Et à juste titre. Donc, aussi sur leur site, là, même les dernières test release qui en principe sont mises à jour, n'ont pas été accessibles pendant, je sais pas, ça fait une semaine maintenant. Donc, je suis allé sur le forum, sur les canaux IRC, il n'y a personne qui semble réagir, ou peut-être s'ils sont en vacances, je sais pas. Donc je déconseille pour cette raison aux débutants, bien que ce soit une excellente distribution. Donc je vais commencer le top 5 par celle qui me semble être le moins adapté des 5, mais qui est aussi une excellente distribution pour débutants. Je pense Gecko. Donc distribution qui, c'est pas un Gecko, hein, c'est le nom de la distribution, ça s'appelle Gecko. Hein. Voilà. Donc, Gecko Linux. Linux for Detail Oriented Gecko, ok, donc qui est aussi pour vous peut-être, d'accord. Donc voilà, il montre un aperçu un petit peu sur le site. Là, le site est assez simple et je trouve bien fait finalement, et ça fait pas fashion commercial, mais ça montre en gros, ça reflète en gros à quoi on va s'attendre. Donc c'est une distribution à base de OpenSUSE, contrairement à Linux Mint qui était à base de Debian. Et ils ont optimisé la chose pour que vous puissiez aussi le mettre dans très peu d'espace mémoire, si vous voulez. Voilà. Donc ça permet dès le début d'être accessible, je pense, à un maximum de personnes. Après, vous pouvez, ça je trouve c'est intéressant, il y a d'entrée de jeu différents types de bureaux que vous pouvez installer. C'est-à-dire que si vous avez très peu de place, vous installerez une version pas trop lourde d'un bureau avec une version pas trop lourde, quoi. Alors, je sais pas, XFCE par exemple, vous voyez, moi sur mon Arch Linux là, j'ai XFCE, c'est pas très lourd. Alors, pourtant j'ai la bonne mémoire vive et tout, mais je fais tourner beaucoup de choses, donc c'est pour ça. Je préfère optimiser la puissance que un peu trop le design. Ou Budgie, si vous aimez les beaux bureaux à la mode, là, les derniers trucs, je trouve qu'il est beau, Budgie. Et Gnome, je trouve qu'il est très bien fait, très stable maintenant, très stable. Voilà. Plasma KDE5, c'est un beau bureau qui a beaucoup de fonctionnalités, mais moins stable. Ça va le devenir, je pense que d'ici quelques mois, ça sera au top. Ok. Voilà, donc sur le site, tout est très bien indiqué. Et ici, donc, avec cette distribution, ben, pareil, vous avez comme outil système ici, par contre, pour pouvoir installer des trucs, c'est Yast. Voilà, pour pouvoir paramétrer, c'est Yast. On a des problèmes avec cette souris. D'accord. Voilà comment ça se présente Yast. Ça se ressemble tous un petit peu, hein, je veux dire, hein. Et donc, un peu comme Mint, ils ont inclus beaucoup d'outils intéressants et qui sont configurables depuis ici, quoi.
Voilà, après il y a des trucs que j'ai pas approfondi comme Snapper, ne me demandez pas ce que c'est. Ok. Voilà. Maintenant NTP c'est pour l'horloge, c'est pour se connecter sur un serveur internet qui synchronise les horloges, d'accord, qui vous met votre horloge à l'heure, d'accord, et puis en fonction de votre fuseau horaire, etc. Un serveur mandataire proxy, alors proxy c'est en fait, si vous voulez, c'est une interface qui va, c'est comme si vous alliez connecter deux câbles entre un câble, en gros, et ça peut permettre d'avoir de la mémoire cache, c'est-à-dire de ne pas aller rechercher 10 fois les mêmes informations et de saturer un réseau. Ça peut permettre de cacher une adresse IP, ça peut permettre, un proxy peut permettre de faire pas mal de choses, ça dépend pourquoi on l'a configuré et pourquoi il est fait. Mais un proxy, c'est une manière de passer par un chemin détourné. Serveur mail, donc pour recevoir, alors serveur en principe c'est pour pouvoir créer des services de fichiers, quoi, c'est-à-dire c'est pour pouvoir créer vous-même votre propre boîte aux lettres, d'accord. Là je pense qu'ils veulent dire que c'est pour pouvoir se connecter à un serveur mail, donc c'est plutôt client mail. On va vérifier ça, on va voir ça de suite. Le nom d'hôte de la machine, c'est le nom d'hôte de votre machine. Ah oui, alors il veut vraiment configurer postfix sendmail. Ils sont pas installés, mais tant mieux. Donc là vous avez la possibilité d'accéder à une interface. Si vous installez postfix ou sendmail, c'est pas du tout pour débutants ça. C'est vraiment pour pouvoir créer son service de mailing, c'est-à-dire vous faire. C'est comme au lieu d'avoir de passer par Gmail, vous passerez par votre boîte mail après, quoi. D'accord, mais ça veut dire que votre ordinateur doit tout le temps être allumé, que ça doit être tout le temps disponible, qu'il faut que vous ayez un nom de domaine pour que les gens puissent vous écrire, sinon ils vont devoir écrire une adresse IP, il faut qu'ils aient une adresse IP fixe, enfin c'est compliqué, donc c'est pas pour vous, d'accord. Nom d'hôte, ça c'est si vous vous mettez en réseau, que vous voulez accéder à vos machines, les lier entre elles, même via internet, et vous pouvez définir un nom d'hôte aussi, ce qui permet de faire une surcouche à l'adresse IP, ce qui est plus confortable que de voir une adresse IP, d'accord. Donc le nom d'hôte de la machine en réseau local, d'accord. Si vous avez un nom de domaine, vous pouvez lier votre nom d'hôte à un nom de domaine aussi, quoi, d'accord. C'est-à-dire mon ordinateur arrobase mon nom de domaine que j'ai acheté.com, ok. Gestionnaire de services, donc ça c'est pour voir les services que vous allez activer ou non sur votre ordinateur. Je vous avais déjà parlé de cette notion de service, d'accord. Donc sur OpenSUSE, il y a une interface graphique qui permet de voir les services qui tournent. Alors ça c'est les services spécifiques à l'interface graphique, et puis il y a d'autres services spécifiques au reste du système, d'accord. Voilà, paramètres d'une. Donc vous pouvez rentrer dans des. Vous pouvez rentrer dans des dans des détails de configuration assez poussés et vers le haut, c'est plus ce qui vous intéresse. Donc et peut-être aussi avec le pare-feu et peut-être sudo aussi. Voilà. Donc ça sera l'objet de tutoriel. En tout cas voilà, Yast a une interface pour configurer des choses qui est assez performante et qui vous permettra de commencer en tant que débutant et d'évoluer en allant jusqu'à un niveau d'utilisateur Linux assez conséquent dans la distribution OpenSUSE, bien sûr, parce que chaque distribution a un peu sa manière de faire. Voilà, après vous en connaîtrez peut-être plusieurs aussi, etc., etc. en termes d'administration. Ok, donc voilà un petit peu aussi les logiciels qui sont installés par défaut sur tous les systèmes, c'est un peu les mêmes. Là il y a des choses que j'ai rajoutées, Skype, ok. J'ai pas mis de luge comme sur Mind, j'avais fait VU, mais ils ont tous transmission par défaut. Bon. Les gens aiment bien transmission, pourtant de luge est beaucoup mieux, quoi. Tout aussi simple au départ, sauf qu'il offre beaucoup plus de choses, mais bon. Peut-être on n'a pas besoin de certaines choses, alors c'est pour ça qu'on se rend pas compte qu'elles existent. Voilà, donc ça c'est pour Gecko Linux, d'accord. Donc là je vais carrément éteindre celle-là. Ça va alléger un peu la machine virtuelle. Donc voilà, là on arrête le système. Hop, donc numéro 4, Mind. Donc en l'occurrence
Voilà, donc là je suis sur le login du screensaver, de l'écran qui vient bloquer l'accès à l'écran en fait, et aux commandes au bout d'un X temps, ça vous paramétrer dans le bureau. Donc j'ai mis pour chaque distribution la page du site internet officiel de la distribution, donc là linuxmind.com. Donc c'est pas vraiment une super belle page un super beau site web, mais bon, peu importe, c'est pas ça qui compte. Donc là j'ai mis comme bureau, il y a eu comme bureau Cinnamon, qui est un très bon bureau en fait, qui fonctionne très bien, qui allège un petit peu le tout aussi. Et on peut voir dedans les applications qui sont installées. J'en ai installé, je me suis amusé à en installer quelques-unes. Donc la calculatrice, la capture d'écran, créateur de clés, pour visualiser les disques, éditeur de texte, fichiers, etc. Formateur de clés USB. Alors ça c'est un super outil. Formater les clés, alors c'est d'origine, donc ça c'est bien, vous pouvez faire vos trucs. OnCloud de Desktop Synchronization Client, alors ça c'est super si vous avez un... Alors OnCloud c'est un... Comme son nom l'indique, si vous le traduisez en français, ça veut dire son propre nuage. Et le nuage, le mot nuage, c'est un nouveau terme qui a été inventé, bien que la technologie existe depuis très longtemps, qui est un thème peut-être commercial, j'en sais rien. En tout cas, c'est pour ça désigne tous les services tous les services qu'on peut avoir sur internet, comme le stockage de fichiers, un agenda, accéder à un éditeur de texte, des choses comme ça, comme accéder à un petit bureau en fin de compte si vous voulez sur internet, sur un espace privé à vous. Voilà, donc avant on pouvait très bien le faire, on appelait pas ça Cloud, après ça s'appelait Cloud. Il y a des frameworks qui ont créé des petits environnements qui ont rendu une interface graphique sympa, comme si vous auriez créé votre petit site web avec vos services disponibles en ligne avec un login, un password, quoi. Et voilà, donc OnCloud c'est un logiciel qui est justement une application que vous pouvez installer sur Linux. Demain vous pouvez vous louer à 5 € par mois un serveur dédié ou un serveur virtuel sur internet et installer une distribution Linux avec OnCloud et faire tourner tout ça, et donc vous avez votre cloud privé. Voilà. Et OnCloud c'est le client qui va permettre de vous connecter à ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un VPS, vous pouvez avoir votre bureau chez vous, connecté sur votre box, vous pouvez le laisser connecter H24, vous risquez pas de prendre des virus avec Linux, ça c'est pas comme avec Windows, ça n'a rien à voir. Et c'est très fiable, ça peut tourner, moi le mien tourne H24, 7 sur 7, j'ai pas de soucis quoi. Et vous pouvez très bien installer un serveur OnCloud, et puis depuis l'extérieur, n'importe où vous allez vous connecter, vous pouvez avoir accès à votre nuage. Alors il y a des clients OnCloud pour les tablettes, et puis vous pouvez mettre ça sur un ordinateur portable, sur un de vos Linux, etc. Sur un Windows, hein, n'importe où en fin de compte. Et voilà, donc ça c'est super, je vous conseille de vous intéresser à ça, parce que je pense que c'est devenu accessible largement, un débutant peut faire ça quoi, vraiment. Voilà, alors ensuite bon, les outils bureautiques, LibreOffice et Tutti Quanti, avec Evines, je suis désolé mais la gestion de la souris c'est pas terrible, c'est mon QEMU, hein, il prend beaucoup de ressources, j'ai beaucoup de choses qui tournent en même temps. Voilà, donc le visionneur de documents Evines, qui est très bien. Là j'ai installé Blender, il n'y a pas d'office, Blender c'est un logiciel 3D qui est vraiment excellent. GIMP, je sais pas s'il était d'origine ou si je l'ai installé, je crois que je l'ai installé. C'est un éditeur genre Photoshop, mais moins bien que Photoshop quand même. Donc vous pouvez faire énormément de choses. Moins bien que Photoshop parce que vous avez une interface qui est moins bien faite, moins user friendly, et puis vous avez aussi quand même moins d'aptitude de faire les choses que Photoshop fait quoi, notamment la gestion des HDR et puis aussi les masques. Au niveau des masques, Photoshop c'est vraiment très puissant. Mais GIMP c'est puissant aussi pour la plupart des... Voilà, pour les photographes professionnels ça va être limité. Il y a d'autres logiciels qui sont orientés photographie pro. J'en parlerai dans un tuto, je compte faire des tutos sur les top applications sous Linux pour justement montrer qu'il y a aujourd'hui des alternatives aux applications professionnelles connues et qui sont vraiment excellentes sous Windows.
On peut faire aussi maintenant la même chose sous Linux. Donc ce sera l'objet de différents tutos liés au top de ce qu'il y a dans chaque domaine d'application. Voilà, au niveau internet, j'ai mis Deluge, j'ai viré Torrent, j'ai viré, non je l'ai pas viré, Transmission, mais j'ai mis Deluge, j'aurais dû virer Transmission, je l'ai pas fait. Voilà, j'ai installé FilzIlla qui était pas, Etchat y était, Etchat c'est pour aller sur un canal IRC, ça c'est bien pratique. Pidgin c'est pour pouvoir envoyer des messages via XMPP, etc. Thunderbird, je crois qu'il était installé d'office, je l'ai jamais installé ici, Thunderbird. Firefox est installé d'office, Skype je l'ai installé, Wireshark je l'ai installé. Wireshark c'est pour pouvoir écouter ce qui sort et rentre sur le réseau, faire des écoutes sur des paquets, faire de l'investigation sur la transmission de paquets en réseau. Voilà, la programmation, j'ai rajouté moi Bluefish, il n'y était pas, et Sublime Text, il n'y avait rien pour faire la programmation. C'est vraiment des éditeurs performants. Bon, je l'ai ajouté pour voir s'ils y étaient en fait, mais ça vous intéressera probablement pas. Le son, j'ai ajouté Audacity, il n'y était pas. Ça, peut-être que pour les amateurs, ça va vous plaire, ceux qui aiment bien faire de la musique ou extraire, saisir des streams audio, faire des petits montages, etc. Même des gros montages avec Audacity, vous pouvez faire énormément de choses. Bunchy, c'est pour pouvoir lire de la musique, pouvoir stocker des choses de manière un peu plus avancée que comme le fait le Windows par défaut. Brasero, c'est pour graver des DVD ou des CD sur votre graveur. VLC, tout le monde connaît, je pense, c'est pour le lecteur vidéo. Il y a un autre lecteur vidéo ici, d'accord. Vous verrez, il y en a d'autres que VLC qui sont très bien, MPV ou l'administration, j'ai rien rajouté, mais il y a le GUI synaptique qui est propre au GUI des distributions Debian, à base de Debian, donc comme c'est le cas pour Mind, et synaptique ça va bien quoi. Je vais vous montrer, ça c'est important de montrer un cas du manager. Alors il demande le mot de passe systématiquement. Voilà. Donc ça se présente comme ça, Synaptic, une interface graphique qui vous permet d'installer des logiciels. Donc il y a des classements ici par groupe, d'accord. Donc qu'est-ce qui peut vous parler? Base de données, ça vous parlera pas, probablement pas. Création texte, alors ça c'est pas vraiment pour débutants, mais par exemple si vous n'êtes pas informaticien mais que vous êtes écrivain ou scientifique, vous allez probablement un jour comprendre que texte c'est un éditeur de texte avec un mini langage de programmation. Je vais vraiment dire mini en fait, c'est-à-dire c'est des tag words qui permettent de créer des automatismes et surtout qui vont vous créer un texte qui sera vraiment pro, c'est-à-dire vraiment avec des thèmes de caractère et de syntaxe professionnelle dans l'édition de livres quoi. Et alors il y a des ensembles qui permettent de créer des bouquins pour des scientifiques ou des rapports, ou des documents, des comptes rendus ou des livres, tout simplement des livres. Donc ça vous intéressera un jour probablement si vous aimez écrire des choses ou que ce soit en tant que scientifique ou en tant que littéraire. Ensuite donc c'est classé toujours par groupe, divers textes. Voilà, alors tout ce qui est lié à documentation, enfin, il y a vraiment beaucoup, environnement de bureau, GNOME, voilà. Donc, alors vous voyez quand c'est en vert c'est que c'est installé, et quand il y a un point d'exclamation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va aller voir dans Aide, présentation rapide. Non mais ça, c'est pas le point qui a dessus. Ça j'aimerais bien vous dire le point d'exclamation ce que c'est probablement, ah oui ça y est j'ai compris, il est installé mais il demande une mise à jour. Alors voilà, la version installée c'est la 3.0.6 plus Sarah, et la version la dernière version à jour c'est la 3.0.7 plus Sarah. Voilà, j'ai compris par moi-même, donc c'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation, c'est à dire qu'il va falloir faire une mise à jour, d'accord. Cinnamon Commode, le bureau sur lequel on est, d'accord.
Vous avez des thèmes pour les bureaux, etc. Il l'a mis là dans le thème de bureau GNOME. Ce Cinnamon en fait c'est lié à GNOME 2 à la base. Ok, c'est-à-dire que c'est parti de GNOME 2 et ça a évolué vers Cinnamon. Ok, etc. Donc voilà comment ça se passe. Donc ça c'est Synaptic, c'est pour tout ce qui est installé des logiciels. Maintenant, comme vous avez pu le voir, on a besoin de faire une mise à jour. Ici, qu'est-ce que c'est? Là, on a les informations. Alors, bienvenue dans le gestionnaire de mise à jour. Ben voilà. Ne cassez pas mon ordinateur. Ben non. Optimiser la stabilité et la sécurité. Toujours tout mettre à jour. Alors, on va optimiser la stabilité et la sécurité. C'est une option pour débutants qui me semble bien, parce que si quelque chose est cassé, vous allez avoir peut-être du mal à résoudre vous-même le problème, ou vous allez peut-être perdre du temps pour trouver l'information pour résoudre le problème. Et donc Might and That, donc ok, on va actualiser. Là on va lui dire de remettre à jour sa liste des paquets. Pour l'instant il veut mettre à jour que Might and That, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça à mettre à jour, alors peut-être qu'il va faire ça en 2 étapes. Une première fois de mettre à jour Might and That et une deuxième fois où il va mettre à jour tout le reste. Donc voilà comment ça se passe un petit peu. Alors là, ça vous faites une première fois, le premier dialogue, et après donc il vous indiquera en bas à droite, là, ici, la petite icône quand il y a des mises à jour à faire, d'accord. Donc là vous avez vu, vous avez le volume, donc peut-être quand vous cliquez dessus pour régler le volume, vous paramétrez les entrées, les sorties audio. Là ici vous avez la connexion internet, donc là en l'occurrence c'est connecté en filaire. En fait sur ma machine virtuelle il y a un pont, donc il le reconnaît comme une connexion filaire. Et vous pourriez avoir ici l'icône de Wi-Fi, d'accord. Ici c'est les supports amovibles, donc probablement la distribution Linux Mint que j'ai pas démonté. Et ici donc c'est l'utilisateur connecté, d'accord. Mise à jour terminée, il me dit voilà, donc il me rouvre une deuxième fois, il va se réactualiser et il va me montrer qu'il y a, voilà, vous voyez, Cinnamon, vous voyez, on avait vu ça tout à l'heure ensemble. Donc il y a un certain nombre de mises à jour à faire, et il y a des indications de niveau de mise à jour, vous avez vu, niveau 5, etc. Donc niveau 5 ça veut dire, alors là je vois par exemple c'est le Linux, c'est le kernel, donc il va pas mettre à jour le kernel parce qu'il estime que peut-être ça va déstabiliser le système, d'accord, pour plus de stabilité. Bon, moi je dis quand c'est la première fois que vous installez votre distribution, vous forcez ici, on va forcer la mise à jour, on va mettre à jour le kernel. Ça c'est le seul moment où vous aurez besoin de redémarrer pour que ce soit effectif, parce que c'est le noyau. Sinon tous les autres, quand c'est mis à jour, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire que c'est pas comme Windows où vous redémarrez à chaque application que vous installez. Là vous ne démarrez que quand vous touchez au noyau. Encore quand vous avez fini de faire ce que vous avez à faire, quoi, je veux dire. Il n'y a pas de péril dans la demeure, d'accord. Donc de niveau 5 parce que ça touche le noyau. Niveau 3 parce que ça touche des éléments du système qui font fonctionner ce système, comme Xinit qui permet l'initialisation de X avec le serveur XOR, wget qui permet de faire tous les téléchargements, VirtualBox qui est un élément important si vous voulez faire tourner une machine virtuelle. Ok, moi j'utilise pas VirtualBox, j'utilise QEMU et l'interface graphique que vous avez vu c'est un GUI pour faire marcher QEMU, parce que QEMU on peut l'envoyer par ligne de commande. Donc, mais VirtualBox est beaucoup plus simple et ça peut faire pas mal de choses aussi déjà. En tout cas, si c'est plus juste pour faire tourner un Windows, ça ira bien. Si vous voulez faire plus avec un Windows, il vous faudra passer par QEMU. Voilà, OpenSSH, donc ça c'est pour pouvoir faire des connexions SSH, c'est-à-dire des connexions cryptées sécurisées entre machines sur des réseaux. Nautilus, donc un gestionnaire de fichiers, Network Manager qui vous permet la gestion des connexions sur le GUI, enfin sur le GUI et aussi sur le système, quoi, en dehors du GUI. Hein. Des librairies, donc des bibliothèques de programmation, GStreamer, des plugins de GStreamer, GStreamer c'est tout ce qui est audio-vidéo, d'accord. GCC, le compiler, donc très important, vous voyez il y a un point d'exclamation rouge, niveau 3, et on met niveau 3, ils auraient même pu le mettre niveau 4. Donc niveau 1, après les dernières couches qui n'ont pas trop d'incidence, si c'est un problème, il n'y aura pas d'incidence vraiment sur tout le système.
il n'y en aura pas du tout même. Donc c'est parti, donc on a envoyé la mise à jour. Il nous demande le mot de passe toujours, pour pas que n'importe qui fasse n'importe quoi. Et c'est très bien comme ça. Alors il vaut mieux rentrer plusieurs fois son mot de passe que pas avoir de mot de passe, d'accord? Ça c'était quelque chose d'essentiel quoi. Et même si vous avez un mot de passe compliqué, eh bien vous allez voir que comme vous allez rentrer plusieurs fois, il aura beau être très compliqué, vous allez mémoriser. C'est un excellent exercice, c'est bien pour la mémoire, pour le cerveau, c'est très bien. Voilà. Si vous avez vraiment la flemme, donc vous avez vraiment un problème pour mémoriser quoi que ce soit, mettez au moins un mot de passe compliqué pour route, d'accord? Ça c'est important. Parce que ça vraiment c'est important. Donc pour pouvoir se faire, vous ouvrez une console, ok, vous faites SU, vous demande un mot de passe. Donc si l'administrateur route par défaut c'est vous, donc Jérôme, donc, bah, vous mettrez là. Mais à partir de là, vous pourrez mettre passe WD pour redéfinir le mot de passe du route, d'accord? Et là donc je vous conseille de mettre un mot de passe plus conséquent. Un mot de passe plus compliqué. Voilà, exit. Maintenant si je refais SU, il faut que je mette ce nouveau mot de passe pour rentrer. Exact. Voilà, et ça fonctionne. Donc maintenant vous avez vraiment un mot de passe séparé entre le mot de passe route et votre mot de passe d'utilisateur qui était par défaut. Et ça c'est bien. Il faut que alors notez votre mot de passe route sur un petit carnet quelque part, un mémo, un truc que vous allez le retrouver, hein, pas sur une page volante ou sinon ça sert à rien. Enfin je veux dire, essayez d'être cohérent quoi, hein, évidemment. Donc parce que ça c'est important. D'accord, votre mot de passe route c'est important. Très bien. Donc une fois qu'on a fait ça, ça c'est fait. D'accord. Donc ce qui est fait et puis à faire. Je sais pas, mais pour fermer ce truc avec la souris là c'est. Voilà. Ok. Donc la mise à jour, téléchargement de fichiers en cours, afficher les détails par fichier. Voilà. Donc là il montre un peu où il en est, ce qu'il fait. Donc il y en a pour un petit moment. Donc voilà, je vous conseille, excellente distribution. Voilà comment on fait pour installer des logiciels. Après, vous allez pouvoir régler les paramètres du bureau dans les préférences. D'accord, un peu comme tous les bureaux sous Linux, avec des variantes. Là ici, ils ont mis un pare-feu et ils ont mis un GUI pour le pare-feu qui est, je trouve vraiment excellent. D'accord, donc bien vu Mind. Mind inclut des outils qui sont intéressants. C'est pour ça que je trouve qu'il est orienté débutant. Voilà. Après ici, bon, vous avez une icône pour les emplacements du disque, mais vous pouvez y accéder autrement par un gestionnaire de fichiers en principe. Les documents récents, c'est les documents que vous avez récemment ouverts. D'accord. Et puis ici, donc, pour verrouiller l'écran directement, pour sortir, etc. Le fait que vous verrouillez l'écran ne va pas vous empêcher de finir la tâche. D'accord. Ensuite, numéro 3. Je pense à Solus OS que j'ai trouvé vraiment un très beau OS, vraiment très beau. Oui, alors pour changer de bureau, c'est possible, il faut régler ça en fin de compte dans les options qui vont se trouver ici. C'est un petit peu faut le savoir quoi, c'est pas forcément, il n'y a pas d'autres, j'ai pas trouvé d'autres menus d'accès. Donc ici les icônes du bureau ou pas. Et ensuite dans le panneau on peut ou pas ici rajouter des applets. Les applets c'est des trucs qui sont ici, par exemple, ça c'est un applet pour les applications, là où il y a toutes les raccourcis d'applications, les favoris c'est un applet aussi, ici c'est des applets, donc il faut rajouter un applet, et on voit ici, menu budget, applet, un espaceur, donc l'espaceur c'est l'espace qui est entre les deux là, ok, une liste des icônes des tâches, donc c'est les favoris, en fait, ce qu'ils appellent les icônes des tâches, c'est une mauvaise traduction. Ok,
Après il y a un espaceur, donc c'est l'espace que vous voyez au milieu. Après il y a une zone de notification, un indicateur de statut, d'accord, un séparateur, donc c'est le petit trait là, l'horloge et un espaceur. Ok. Donc là ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter donc un appel pour les bureaux virtuels. C'est celui-là. Ok. Donc là il s'est positionné au milieu. Vous sélectionnez après ici et puis vous pouvez le déplacer. Hop, voilà. Dans la liste. Donc moi je trouve qu'ici par exemple c'est pas mal. Vous mettez où vous voulez. Voilà, donc ça c'est. Après, suivant les appelés qui ont des configurations ou non, vous pouvez rentrer dans les configurations pour donner une taille. Par exemple aux espaceurs, ou d'autres options de s'ils existent. Alors c'est un bureau budget, mais il n'y a pas la gestion des il me semble, il n'y a pas la gestion des bureaux virtuels. 4-5 mètres rajouter autant de bureaux que je veux. Donc il faut rajouter un paquet de GNOME. GNOME Virtual Desktop ou un truc comme ça, d'accord. Donc ça c'est à chercher. Donc je l'ai mis en 3 et pas en 2 ou 1, tout simplement parce que voilà, vous allez devoir, pour avoir un niveau d'utilisation similaire aux deux autres que je vais vous montrer, il va falloir vous installer des choses. Là c'est moi qui ai installé Qtox, il n'était pas d'origine. Donc là il y a toujours le fameux transmission. Alors vous avez vu, ils ont chiadé, ils ont fait des icônes. La Solus quoi, ils ont fait leur propre icône et tout, ils ont fait un travail de redesigning assez conséquent. Et là vous avez le fameux Software Center, d'accord, c'est son Software Center, d'accord. Donc le Software Center, ça c'est comment on installe un logiciel sous Solus. Donc il y a plusieurs, c'est pas vraiment des onglets, mais ouais, c'est un peu comme des onglets. Plusieurs, je sais pas comment dire en français. Un pour l'update, un signé pour l'update, un signé pour tout ce qui est installé, un signé pour les parties annexes, d'accord, donc les divers, ok, et un signé pour rechercher si vous avez un exemple d'un logiciel en particulier que vous voulez trouver. Sinon, quand vous allez dans Home, et bien tout est classé dans des catégories. Voilà. Alors moi je trouve que c'est un peu contraignant, d'accord, mais c'est comme ça. Alors il y a des sous-catégories et vous vous baladez là-dedans. Donc ça va être, je vous le dis tout de suite, ça va vous bouffer du temps. Cette manière de naviguer et de tout avoir le nez collé dans chaque catégorie plutôt que d'avoir tout simplement un arbre, tout simplement quoi, et une fenêtre qui affiche les résultats, enfin une fenêtre séparée en deux avec un arbre d'un côté et les résultats fiers. Non, là c'est tout, il faut tout aller dans des tiroirs, fermer des portes, ouvrir une porte, fermer une porte derrière soi, et on est dans des cases quoi. Donc bon, moi je trouve pas que voilà, et on clique sur install et ça installe. Je trouve pas, si vous voulez, que ce soit une expérience formidable ça, en termes d'utilisation. Je trouve que c'est un peu pas très puissant comme façon de voir les choses, hein, je trouve, hein, personnellement. Et puis donc au final vous n'avez pas un recul sur tout. Alors j'ai remarqué aussi qu'il n'y a pas toutes les logiciels sont pas tous présents, il n'y a pas une énorme vous n'allez pas avoir accès à autant de logiciels que les deux autres distributions, je veux dire. Par contre, je pense qu'effectivement, ça va être très très stable. Effectivement, en fonction de ce que vous voulez utiliser, ça va être sympa. Là, on va voir par exemple ici à Kdenlive. Voilà, il n'y a pas Kdenlive, un éditeur vidéo très performant. Lightwork, je pense qu'il y sera parce que c'est un logiciel libre mais qui peut être payant, donc il n'y est pas non plus. Kino. Voilà, il n'y est pas non plus. Bon, donc si vous voulez faire de l'édition vidéo, choisissez pas Solus. Ou alors il va falloir installer
des adresses de paquets complémentaires dans lesquelles vous allez pouvoir installer ces applications. Donc c'est vraiment une distribution pour débutants, dans une orientation vraiment que bureau. Moi je pense par exemple aux gens qui vont sur internet ou qui écrivent des courriers ou qui font du jeu et qui font pas de la création vidéo, qui font pas de la programmation du tout, qui vont pas se servir de 1000 choses sur leur ordinateur, mais qui font par exemple, bah voilà, qu'est-ce que vous faites? Définissez ce que vous faites avec un ordinateur. Si l'ordinateur vous sert à écrire des courriers, à lire des emails, à aller vous balader sur YouTube ou sur internet, à gérer un agenda pour votre travail ou vos études, écrire des documents, jouer à des jeux de temps en temps, Solus c'est très bien pour vous. Si maintenant vous faites de l'édition vidéo, vous installez, vous testez des logiciels, que vous faites du développement informatique, etc., Solus ça sera évidemment pas fait pour vous, mais à ce moment là vous serez très rapidement plus un débutant. Voilà, je pense. Voilà, donc ça c'est un tour rapide de Solus. Donc ça c'est fait, c'est un software qui plaira beaucoup aux débutants, j'en suis persuadé, parce qu'il est fait à la façon macOS, quoi. D'accord? Donc il est très beau, il est très clean, il est très stable, il plaira. D'accord? C'est la jolie blonde des distributions pour débutants, je pense. Très bien. Donc ensuite, blonde, la jolie brune, je veux dire maquillée, quoi, c'est ça que je voulais dire en fait. Vous me suivez? Allez, maintenant on passe au numéro 2. Numéro 2, j'ai choisi Manjaro. Pourquoi j'ai choisi Manjaro en numéro 2 et pas en numéro 1? Alors, parce que j'aurais pu être numéro 1 aussi. Tout simplement parce que j'ai eu un problème avec un petit support de la machine virtuelle QEMU où j'ai dû en fait supprimer juste un fichier de configuration pour que ça marche mieux, que m'avait généré automatiquement Manjaro. Alors ça m'a ça m'a dit bon bah en termes d'expérience ça veut dire que c'est pas, il y a des petits trucs qui voilà qui vont pas. Mais non, je pense que c'est vraiment orienté débutant parce que c'est une surcouche de Arch. Donc c'est une rolling release, donc vous aurez jamais vraiment de problème, vous aurez jamais de problème en fait avec Manjaro, ça sera une stabilité extraordinaire. Ensuite j'ai vu que Manjaro ils ont fait des comment ça s'appelle, ils ont beaucoup d'applications qui sont pour installer par exemple leur installateur. Là ils ont mis un installateur bien à eux, un GUI bien à eux qui est super bien fait, je trouve, vous voyez. Ils ont mis des petits trucs pour la configuration qui sont sympas, ils ont mis des logiciels par défaut installés qui je trouve plaira aux débutants pour faire à peu près tout, même Kdenlive d'origine, quoi. Je crois pas que ce soit moi qui l'ai installé, je crois qu'il est d'origine. C'est un très bon éditeur vidéo, c'est pas le seul, il y en a d'autres. Vous allez, du fait qu'il y a Pacman derrière et donc Arch, le repo Arch, vous allez avoir accès à un nombre d'applications incroyables. Je pense que c'est la plus grosse base de données d'applications Linux que vous pourrez avoir, avec la communauté qui évolue plus vite. Vous serez toujours au top du top, tout en ayant une utilisation débutante, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment. C'est vraiment des choses rares, quoi, de pouvoir cumuler à la fois le fait que vous serez débutant pour vous utiliser, le fait que vous allez avoir des trucs au top du top, quoi. C'est vraiment le must, quoi, d'accord. Et le fait qu'il y ait Manjaro, vous serez pas à la toute dernière version du paquet, mais un petit peu en retrait pour justement une question de stabilité, d'accord. Donc Manjaro, une distribution qui est super bien maintenue aussi, voilà. Donc là, pour installer des logiciels ici, alors il faut que je vous montre ça aussi. Ok, donc là sur Manjaro, si vous voulez installer un logiciel, il faudra passer par une application qui s'appelle Octopi, d'accord. Donc là, comme vous pouvez voir aussi, alors remarquez bien, j'ai installé Manjaro avec la version de Plasma 5, KDE, Plasma KDE 5 donc remarquez bien, Carbone, K3B, Kcalc, c'est des applications propres à KDE. Si bien que si j'avais installé avec GNOME d'origine, là on est sous GNOME, c'est-à-dire que j'ai rajouté le GNOME après coup. Et si j'avais mis GNOME directement, à la place de K3B, j'aurais une
une autre application de gravure. À la place de Carbon, j'aurai une autre application. À la place de Quête, j'aurai un autre éditeur. J'aurai Gedit par exemple. À la place de Calc, j'aurai la calculatrice de GNOME, etc. À la place de KDE Connect, j'aurai le connecteur de téléphone de GNOME, etc. etc. Ok. Donc tout ça après, on peut très bien, si vous choisissez par exemple d'avoir le bureau GNOME plutôt que KDE, vous pouvez très bien supprimer cela et installer ceux de GNOME. D'accord. Voilà. Kdenlive, c'est bien de le garder, c'est un super éditeur vidéo. Ok, il y en a 2-3 autres de très bons éditeurs vidéo, mais Kdenlive est très connu et une très bonne réputation. Voilà. Donc pour installer, pour installer sous Manjaro un logiciel, il faut passer par Octopi. D'accord. Seulement sous Octopi ici, je n'ai pas accès au dépôt. AUR. Vous voyez. Donc pour avoir accès au dépôt AUR, il faut que j'installe Yaourt. Mais Yaourt est déjà installé, qui est d'utiliser un GUI qui intègre le paquet AUR, les paquets AUR, d'accord. Donc PAMAC, c'est celui que vous voyez dans les autres, toutes les autres distributions. Après, je pense que par exemple, si on démarrait Octopi en mode super utilisateur, peut-être qu'on aurait accès au paquet AUR. Alors, donc on va aller là, c'est installé, donc on va aller démarrer donc maintenant PAMAC. PAMAC, il s'appelle pas PAMAC quand vous le cherchez, hélas, et il s'appelle ajouter supprimer. Alors ce que vous n'arriverez jamais à lire derrière, c'est des logiciels, donc ajouter supprime, ok. Avec ici c'est l'icône des cartons, des fois ça il change d'icône, c'est un peu anarchique sur chacun a un petit peu sa petite icône, voilà. Donc ça c'est les problèmes du monde du libre, c'est que ça peut aussi devenir anarchique dans la façon de noter les choses. Donc pour avoir les dépôts AUR, donc, il va falloir venir ici dans les préférences et sélectionner ici le support AUR avec la recherche depuis AUR, vérifier les mises à jour depuis AUR, ne pas demander la confirmation lors de la construction des paquets, sinon à chaque fois vous allez être arrêté à chaque étape où il va vous demander voulez-vous installer, voulez-vous lire les PK, enfin les 36 000 questions, vous en avez peut-être rien à foutre. Désinstaller des dépendances inutiles, alors ok, mais ça c'est pas pour AUR, c'est pour tous les autres aussi. Voilà. Et ici aussi, vous allez pouvoir ajouter, si par exemple il y a des mises à jour qui posent problème, ou vous voulez pas, ou il y a des paquets que vous voulez garder dans leur version originale, vous allez pouvoir ici ajouter ces paquets dont vous voulez pas qu'il y ait d'update. Ok. Très bien. Donc maintenant on a AUR. Donc si je recherche depuis AUR Skype par exemple, je devrais avoir un retour. Voilà. Ok. Donc maintenant je peux chercher dans AUR. Alléluia. Voilà. Avec les mêmes outils qu'il y a par ailleurs. Et donc je peux installer le fameux Skype que beaucoup de gens utilisent. Voilà. Donc ça s'installe. Là, à un moment donné, il vous demande le mot de passe. Voilà. Là, contrairement aux autres repos, il vous indique un peu plus de choses. Tout simplement parce que les dépôts AUR, c'est pas des dépôts qui sont maintenus par Arch, mais qui sont faits par des gens qui garantissent pas forcément la compatibilité à long terme et la maintenance des paquets, la fiabilité avec l'ensemble de l'architecture Arch. Donc faites attention à ce que vous installez via AUR. Ne vous lancez pas dans AUR à installer 12 000 trucs en même temps. Ça c'est une erreur à jamais faire. Parce que si vous avez un problème, il va falloir revenir en arrière. Donc surtout si vous n'avez rien noté, vous avez tout fait en aveugle, ça va vite devenir une galère. Donc avec AUR, faites attention, soyez méthodique
et allez-y petit à petit. Donc Manjaro numéro 2. Et le numéro 1, selon moi, qui mérite sa place de numéro 1, je pense, c'est Apricity OS, qui est aussi à base de Arch Linux, d'accord, Apricity OS, et qui va vous permettre, donc là quand je clique sur le truc, il ouvre directement le truc de mise à jour, etc. Je trouve que l'interface est super bien faite. Ils ont rajouté des petits trucs, ils ont fait des petits trucs aux petits oignons pour rajouter un confort. Moi j'ai rajouté certains petits trucs comme ça ici pour pouvoir soit mettre les fenêtres flottantes, soit pouvoir séparer les éléments graphiques des fenêtres de manière comme un tiling Windows si vous préférez, vous voyez. Donc ça je l'ai rajouté, en fin de compte c'est juste une fonction qui est dans les configurations du bureau, vous savez, qu'on met sur on quoi. Donc là Node.js il me demande de le mettre à jour, on le met à jour. Node.js vous en servirez pas, c'est un framework pour créer des sites internet d'applications Java avec du code JavaScript, d'accord, et uniquement du code JavaScript. Ok, donc si vous créez pas des sites web, vous en servirez jamais, d'accord. Donc mise à jour de logiciel, les applications il y a des accessoires, les accessoires de base, configuration de la SIM, de Simple Backup. Voilà, alors il y a une application, aucun profil de sauvegarde trouvé, voilà, parce qu'il faut créer. Donc à vous de créer un profil de sauvegarde. Ça sera, je ferai un tuto sur les sauvegardes aussi. Donc là il y a déjà un outil pour débutants de sauvegarde qui je vois il ressemble un peu à Arika et Back in Time et qui je vois a l'air d'être déjà extrêmement performant malgré tout. Ok, donc ça on y reviendra. Dans les applications, dans les accessoires, donc ça super. Il y a GVIM, donc je sais pas si il y a plus que ce qu'il faut pour les débutants dans Apricity. Apricity c'est une solution pour les débutants, d'accord. Il y a même la touche de restauration à partir des backups que vous avez créés, c'est génial. Donc c'est vraiment une application pour débutants, et avec Apricity vous allez pouvoir devenir un pro et toujours l'utiliser. Je veux dire, moi je me tâte à pas finalement installer Apricity, parce que je me suis installé Arch Linux et je me suis configuré de manière à ce que ça me plaise, et j'ai mis plein de choses quoi, j'ai mis beaucoup de temps. Ah, mais là avec Apricity, vous venez, vous mettez ça, vous avez déjà presque tout, d'accord. Bon, vraiment super fashion quoi. Là c'est du top fashion, mais libre à vous après de mettre le bureau que vous voulez, et voilà quoi. Okay. Il y a tout, et vous pouvez vraiment évoluer, aller très loin sur une application, sur une distribution comme ça. Donc c'est pour les débutants, et aussi pour les gens qui ont déjà un niveau avancé, voire même très avancé, ça leur plaira aussi. Bon, c'est pas fait pour créer un serveur, hein. C'est une distribution pour un bureau quoi. Oui. Il y a Inkscape, enfin je veux dire GIMP, je sais pas si c'est moi qui les ai installés ou pas. Filzilla je crois qu'il est d'origine, Firefox c'est moi qui l'ai mis, Google Chrome je vais te virer, etc. Qtok c'est moi qui l'ai mis, Skype on peut, vous allez avoir, 5 GTK était d'origine. Voilà, vous allez pouvoir avoir accès à tout facilement. Ok, voilà, à tout facilement. Ça c'est, je peux pas vous dire mieux, d'accord. Donc après pour installer une application, c'est le classique sur les GUI sous Arch et Antergos, c'est le même. Il est déjà en cours d'utilisation, il est là. Votre système est à jour. Pour pouvoir ajouter, voilà, donc j'ai arrêté. Pour pouvoir ajouter ou supprimer le logiciel, vous allez passer par Pamac, qui est un classique de GUI pour Pacman, et aussi pour les repos AUR. Pacman ou PacAUR ou l'autre, enfin PacAUR. Voilà, et donc là, vous pouvez rechercher ici directement avec un nom, d'accord, ou dans les dépôts officiels ou les dépôts OR. Vous pouvez rechercher par groupe, d'accord. Là, ce sont tous ceux qui sont installés actuellement, présentement. Mais quand vous allez aller chercher un groupe, vous allez voir aussi les autres, d'accord. Vous allez pouvoir chercher dans ceux qui sont installés, dans ceux qui sont orphelins, c'est-à-dire qui sont tout seuls, isolés, qui fonctionnent tout seuls.
donc Electron en l'occurrence, et Qt5 Tools, d'ailleurs personne n'utilise, c'est aussi peut-être les supprimer. Dans ceux qui sont étrangers, c'est-à-dire qui viennent de packages AUR, donc Skype et Qt Git, donc je les installe moi un peu coup, hein, d'accord. Ceux qui sont en attente d'installation, donc vous voyez dans l'état c'est super bien fait quand même. Et là vous avez vous allez pouvoir aller chercher par dépôt, vous avez le dépôt d'Apricity Core, vous avez le dépôt Core Extra Multilib Community. Alors le dépôt Core, c'est le dépôt Arch Linux pour les noyaux, tout ce qui tourne autour du noyau, d'accord. Donc tout ce qu'il y a là-dedans, c'est super important. Donc là il y a le shell bash, un utilitaire peut assembler, faire des binaires, manipuler des binaires. Si vous voulez mettre BTRFS comme système de fichier, vous pouvez l'installer avec BTRFS Prox, et donc vous pourrez gérer des systèmes de fichiers BTRFS comme sur une distribution au top du top de pro pour le système de fichiers, si vous avez envie de vous amuser, un truc comme ça. Vous pouvez installer Dash, c'est comme Bash mais avec une syntaxe POSIX et uniquement. Ok, ça vous dit peut-être rien POSIX, mais c'est pas grave, vous irez le chercher si vous êtes curieux. Voilà, donc ça c'est le repos Core. Après vous avez le repos Extra, donc dedans qu'est-ce qu'il y a? Il y a des extras, il y a des applications en plus qui ne sont pas nécessaires mais que vous pouvez avoir envie d'aller chercher, comme un Maroc si vous voulez à la place de Banshee ou pour écouter de la musique, ou Amult, hein, c'est un peu vieux mais voilà, ou Ayunta, c'est pour pouvoir créer des applications sous GNOME, c'est un IDE pour GNOME, super. Voilà. Pouvoir créer des applications ailleurs que sous GNOME d'ailleurs, hein, ok. Le menu Arch Linux, si vous voulez installer, enfin il y a des extras quoi. Il y a le repos multilib, donc ça c'est pour tous les trucs qui tournent, par exemple, vous avez nous on a installé sur un 64 bits, et par exemple on a une application qui tourne que sur 32 bits, bien elle est sûrement dans multilib, c'est-à-dire qu'il y a des librairies d'adaptation qui vont vous faire tourner des trucs de 32 bits sur du 64 bits, voilà, donc ça sert là, le repos multilib. Et Community, donc Community c'est des logiciels, des applications qu'ont rajouté des gens, des codeurs qui sont dans la communauté, ok. Et donc les repos AUR, vous y avez accès dans l'installeur quand vous allez faire de la recherche, voilà, sur les dépôts directement. Vous n'avez pas de liste par groupe, pas. C'est un peu dommage, c'est le contrôle que vous pourriez installer Octopi par exemple, un truc comme ça pour pouvoir le faire. Manjaro se sert d'Octopi il me semble, par exemple, vous voyez. Voilà, ça que je cherchais tout à l'heure sur Manjaro, Octopi. Ok, donc on a fait un petit peu le tour, et là quand je clique sur la... quand je fais comme ça, vous voyez, je vois les... Non. Voilà, donc Apricity, selon moi, c'est le top des distributions pour les débutants, et vous allez aller, peut-être vous allez vous en servir toute votre vie. Hein. C'est une super distribution, vraiment au top. Du fait que ça soit Arch derrière, du fait que vraiment ils ont fait ça aux petits oignons, quoi. Je suis impressionné. Voilà. Donc je ferai mes démos pour tous les tutos sous Apricity probablement, quand je le ferai sur une machine virtuelle. Sinon je le ferai directement depuis mon ordi. Mais beaucoup de démos seront faites depuis Apricity parce que je le trouve vraiment génial. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto et puis à bientôt.